La Voix des Bulles présente la Splash Page, la masturbation séquentielle, votre aire tegmentaire ventrale. Coucou les gens, bienvenue à la Splash Page, ce podcast où nous faisons des rencontres avec des auteurs. Et là, nous sommes à la BDRI pour rencontrer une autrice, moi que j'aime beaucoup, qui a fait un projet que j'ai suivi depuis le départ et que j'ai admiré assez rapidement sur Instagram, qui est Mathilde Domecq. Bonjour Mathilde. Bonjour. Donc Mathilde, tu es ici à la BDRI pour faire une séance de dédicace et nous on s'est un petit peu incrusté pour poser quelques questions et tu vas en profiter pour dessiner en live là-dessus. Donc pour une fois, on va vous encourager à aller peut-être voir notre podcast sur YouTube, même si la plupart du temps en audio ça suffit. Là, il y a quand même du taf derrière qui mérite le coup d'œil. Donc merci Mathilde d'avoir accepté un peu cette proposition des beautés. Ce projet en question, c'est Amour Fantôme, un projet qui est né sur Instagram, en tout cas. Tout à fait. Comme ça qu'on l'a vu. Et qui a la particularité, mais vraiment assez novatrice, d'utiliser de l'encre à UV, en fait. Je ne sais pas comment on l'appelle, cette encre. C'est ça. Encre à UV, ouais. qu'on ne voit que si on utilise une lampe. Et qui permet de faire apparaître des fantômes. C'est une BD sur la nostalgie, le souvenir, la rencontre. Comment t'es venue cette idée d'utiliser ce type de stylo, en fait, un peu particulier ? Tout simplement, c'est un jouet au départ que mon fils s'était acheté à la librairie du coin et qui était un stylo du détective, écrit tes messages secrets qu'il avait. Et puis, en fait, ce qui est un peu dingue, c'est un peu toujours les mêmes choses dans la création, c'est des conjonctions en fait, de situations. Il se trouve que la semaine où il s'est acheté ce stylo, son arrière-grand-mère est décédée. Donc moi je me suis retrouvée le soir, il allait se coucher et je me suis retrouvée le soir à griffonner dans mon carnet et j'ai commencé à penser à ce personnage de veuf et puis je lui ai piqué son stylo. Et puis j'ai commencé à dessiner un fantôme et je l'ai posté sur les réseaux sociaux et il y a eu très vite une réaction en fait du public. Il n'y avait rien de prémédité en fait là-dedans. C'était vraiment le fait qu'il y ait cet outil qui me tombe entre les mains la semaine où on perdait quelqu'un, quoi. Oui. Voilà. Donc vraiment, c'est un départ, tu as fait ça comme ça, et pourquoi tu as continué ? Je pense que j'avais des choses à mettre sur papier. Je sais pas. Il n'y avait pas d'ambition d'en faire un livre au départ. C'était surtout... au départ, c'est ce petit veuf que j'ai mis en scène et qui m'a permis aussi de, je pense... rendre hommage à cet amour-là, en fait, qui est là sans être là, qui fait tout le temps partie de nos vies, et pourtant la personne n'est plus là. Ça m'a fait du bien, en fait. C'était un peu thérapeutique. Et il se trouve que c'est quand même assez, entre guillemets, instagrammable, dans le sens où il y a cette lampe, ça fait apparaître un dessin, et ça fonctionne, en fait. Oui. Et de fait, j'ai reçu des messages extrêmement touchants sur les réseaux sociaux de personnes à qui ça faisait du bien d'envisager le deuil de cette façon-là. Et de fil en aiguille, j'ai proposé aux gens qui suivaient mon travail de me raconter, eux, leurs histoires d'amour, fantômes, que j'ai illustrées. Et puis, il y a quelque chose qui est né vraiment du partage, en fait. Et voilà. Graphiquement, au niveau de l'image, on a l'impression que même sans le fantôme qui apparaît avec la lampe, il n'y a pas vraiment de vide, justement. On n'a pas l'impression que ce fantôme est là pour remplir un vide. Comment est-ce que tu construis ça ? Est-ce qu'il y a un défi pour justement que ton dessin, même sans la lampe, se suffise presque à lui-même ? Oui, bien sûr. C'est l'idée, en fait. C'est l'idée de la double lecture. C'est-à-dire que moi, ces dessins, au départ, ils me font du bien. C'est pas des dessins qui me rendent triste. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent des fois, ça me fait pleurer. En fait, moi, c'est pas des dessins que je fais pour le mélodrame, pas du tout. En fait, c'est plutôt des dessins qui me rendent joyeuse, dans le sens où même si il y a le manque, en fait, on voit bien que la personne qui vit ce qu'elle est en train de vivre, souvent c'est des scènes très quotidiennes, de cueillette de champignons ou de même étendre le linge ou de faire la vaisselle. En fait, c'est des scènes qui fonctionnent parce qu'on fonctionne sans les gens qui nous manquent. Mais il se trouve que si on imagine qu'ils sont là, ça fonctionne d'autant mieux, moi je trouve. Mais voilà. Et ta question, c'était comment je fais ?
Ouais, c'est... Et ben c'est qu'en fait, en général, ça part de scènes de 3 fois rien, qui pour moi sont vraiment ce qui constitue le bonheur, en fait. C'est vraiment, enfin, c'est les petites choses qui font qu'on se sent heureux. Et donc, je pars d'une situation qui me semble, si ce n'est anodine, en tout cas quotidienne, et je la vis et en solitaire et avec une personne aimée. Et donc, quand je fais le dessin, je le pense des 2 façons, mais quand je fais le dessin, je dessine les 2 personnages. Oui. Et ensuite, je n'en encre qu'un. Et le deuxième, je l'encre à l'encre UV. D'ailleurs, tu peux commencer à dessiner si tu te sens capable de répondre marche. à mes questions tout en dessinant. On va bien voir. Voilà, on va voir. Tu as aussi fait appel à des témoignages d'autres personnes sur Instagram, justement. J'imagine que tu as dû avoir plein de propositions, sans doute, parce que on partage tous un peu les mêmes drames, j'ai envie de dire, des choses qui se ressemblaient beaucoup. Comment est-ce que tu arrives à sélectionner celui que tu vas mettre en scène ? En fait, c'est très intuitif et j'espère que pour les personnes qui me confient leurs souvenirs, c'est pas pénible d'envisager que j'en fasse pas d'images. Je le dis, que je pourrais pas faire des images de tous les souvenirs, mais en fait, je dessine ceux qui me créent une image dès que je les lis. Parce qu'il y a des témoignages, dès que je les lis, je ressens déjà le dessin que j'ai envie d'en faire. Et c'est juste comme ça, en fait, c'est intuitif. Si je vois l'image, je la fais. Si je la vois pas, je le fais pas parce qu'en fait, j'ai l'impression que je peux pas fabriquer ça, en fait. Soit j'ai une espèce de nécessité de le faire et ça me vient naturellement, soit j'aime autant pas le faire. Mais c'est aussi pour ça que j'ai fait une pause pendant assez longtemps. C'est que je pouvais pas faire tous les dessins et je voulais pas le faire mal ou le faire moins bien, enfin le faire avec moins de cœur. Donc il y a un moment où j'ai arrêté parce que ça faisait beaucoup. Oui, ça c'est des moments qui émotionnellement, sont des bons souvenirs, mais c'est pas rien, quoi. C'est vraiment... c'est beaucoup. Et voilà, donc de temps en temps, je le fais, puis des fois, j'arrête. Parce que sinon, ça me touche, en fait. Ça me touche beaucoup. Clairement, dans ton livre, il y a 2 parties clairement définies. Il y a une première partie qui est l'histoire je vais dire le petit vieux, un peu gentiment, et des souvenirs de son épouse disparue, compagne, épouse, je ne sais pas, je connais pas, tu rentres pas dans le détail. À chaque fois, il y a un petit texte qui va juste à côté. Trouver le texte qui soit à chaque fois très concis, très court, pour accompagner cette histoire qui progresse. Il y a une progression dans cette première partie. C'est compliqué de trouver ce texte, de trouver cette accroche qui reste poétique aussi. Disons que le plus difficile pour moi, c'était de ne pas tomber dans l'illustration par le texte ou inversement, c'est-à-dire ne pas écrire ce qui est dessiné, ne pas dessiner ce qui est écrit. Donc j'essaie que ça ouvre un champ, mais c'était difficile en fait d'être sobre et utile au dessin, en fait. C'est-à-dire, je réfléchis en même temps que je dessine et que je parle, donc c'est pas hyper fluide, pardon. Oui, mais disons que j'ai essayé de faire des textes qui soient doux et éclairants, mais pas trop envahissants. Voilà. Donc c'était pas facile, mais c'était pas non plus trop compliqué. Disons que si ça devenait trop compliqué, je savais que je m'étais trompée. C'est une question que moi je me suis posée parce que quand je sélectionne les BD qu'on va chroniquer dans notre émission, souvent il y a ah ouais, mais c'est pas vraiment de la BD. Tu considères que c'est de la BD ou de l'illustration, ce que tu as fait ? Je considère que c'est pas mon problème. Dans le sens où c'est des dessins... On avait prévu cette réponse. En fait, oui, effectivement, c'est un objet un peu hybride, mais de plein de façons, parce qu'il y a une lampe, parce que c'est pas de la BD. Pour autant, moi, je suis autrice de bande dessinée depuis 20 ans, donc ça semble assez logique que ça soit considéré comme une BD. C'est vrai que ça n'en est pas. Mais les dessins font BD. C'est un livre illustré, et puis s'il faut le classifier, ça m'a toujours embêté les étiquettes, donc... je sais pas. Alors moi, je suis rentré, juste pour l'histoire, je suis rentré dans le côté un peu analytique, vraiment. Parce très que bien. Je fais un peu des études, tout ça, je me la pète. T'as lu des livres ? Ouais, j'ai lu des livres. Alors, je lis beaucoup de livres avec des images. C'est pas vraiment des livres, on m'a dit, mais moi, j'aime bien. Ouais. En fait, je trouve qu'on reste, en tout cas dans la première partie, je me suis tout de suite dit, on a une séquentialité, c'est-à-dire une suite d'images qui racontent une histoire. Et clairement, cette première partie est clairement de la bande dessinée. Et je trouve qu'on pourrait rattacher la deuxième partie à l'illustration, mais en fait non, parce qu'il y a toujours 2 images. Il y a toujours une double lecture. Il y a une première image
et une deuxième image qui arrive quand tu éclaires à la lampe, qui va créer un sens. Et donc, on a cette séquentialité qui est la base de la bande dessinée. Tu crées du sens du fait qu'il y ait ces deux images. C'est comme ça que je l'ai analysé. Ton éclairage me fait plaisir parce que vraiment, moi, je suis complètement amoureuse de mon média et c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est vraiment cette idée de l'image qui se lie en séquence et qui fait qu'en fait, on fait de la bande dessinée parce qu'on raconte quelque chose. Sinon, on peut faire de la sculpture. Enfin, on raconte des choses en sculpture, attention, mais je veux dire, la juxtaposition des images qui racontent quelque chose, c'est vraiment ce qui me fascine en BD. Donc ça me va très bien, ton analyse, merci. Je m'en servirai. Ouais, merci. Oh là là. Alors, tu peux me citer. Si tu devais résumer l'émotion centrale de Mort Fantôme en un mot ou une image, t'as un truc qui te viendrait en tête? Ça, c'est des questions dures, ça. Non, mais c'est l'amour tout court, en fait. C'est l'amour. C'est ce qui fait que l'amour nous transcende, c'est qu'en fait, il existe en dépit des présences ou des absences. L'amour, il est là, quoi. Il est partout, il est en nous. Enfin, pardon, je dis des grandes phrases, mais en fait, c'est ça. On pourrait en faire une chanson populaire. Bah ouais, c'est super, les chansons populaires. Et là, on va venir un peu sur le côté technique, déjà, sur la façon dont ce livre s'est créé. Donc, tu as eu un grand succès sur Instagram, et là, tu as lancé un crowdfunding aux éditions Exemplaires. Donc, les éditions Exemplaires, c'est un éditeur qui ne travaille que sur crowdfunding, c'est-à-dire qu'on peut précommander les livres, et en fonction, s'ils arrivent à atteindre un certain seuil, le livre se fera ou pas. Et parfois, le livre peut se faire de meilleure qualité s'ils arrivent à avoir plein d'argent sur un projet. Et on peut avoir, parce qu'on va contribuer à créer le livre, des contreparties bonus. J'ai eu un très joli dessin. Voilà, qui va permettre d'encourager les gens aussi à parler du livre autour d'eux, à le faire connaître. Monter un crowdfunding, c'était quelque chose que tu n'avais jamais fait. Comment on se lance là-dedans? Parce que là, maintenant, c'est un mode de fonctionnement qui est assez mature. Il y a eu plein de crowdfunding qui ont existé. Il y a plein de gens qui ont témoigné sur la difficulté que ça pouvait être. Justement, comment ça se passe un crowdfunding, et en particulier avec cet éditeur-là, Exemplaire. Alors, à titre tout à fait personnel, j'ai complètement sous-estimé l'ampleur de la tâche. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est-à-dire que, outre le fait qu'il faut inventer des contreparties, qu'il faut les créer, tout ça, qui est quand même très amusant aussi, et qui est très différent de ce que je fais d'habitude, en fait, j'avais pas du tout mesuré le stress que ça allait générer. En fait, c'est excessivement stressant de lancer un crowdfunding en sachant pas si ça va fonctionner ou pas, en ayant cette tâche aussi de relancer les gens. C'est complètement différent de ce que je vis avec des éditeurs traditionnels, et en fait, c'est aussi très stimulant. Mais ce qui est bien en le faisant avec Exemplaire, c'est qu'on n'est pas tout seul. Parce qu'en fait, cette maison d'édition, elle fonctionne un peu comme une coopérative d'auteurs, d'autrices qui mettent en commun aussi leur réseau. C'est-à-dire qu'on parle les uns des autres de nos projets, puis on est soutenus. Les autres l'ont déjà fait, donc ils sont passés par là, ils nous racontent, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Donc j'ai trouvé ça très chouette d'être dans cette équipe-là, qui a une plateforme dédiée. Je ne suis pas partie sur Ulule ou quelque chose. J'étais quand même un peu encadrée, ce qui était assez agréable. Vraiment une plateforme dédiée bande dessinée, quoi. Ouais, Exemplaire, en fait. Voilà. C'est eux qui lancent leur crowdfunding, et il n'y a que des BD qui sont créés sur cette plateforme-là. Donc, c'est beaucoup de travail, mais c'est très enrichissant. J'ai bien aimé. Il y a aussi une complexité technique dans ton livre, c'est-à-dire que les encruvés, je suis pas sûr que les imprimeurs proposent ça par défaut, que ce soit dans leur catalogue. Comment est-ce qu'on imprime un livre avec des encruvés? Est-ce que tu as rencontré... faut trouver la petite lampe à fournir avec le livre, parce que sinon personne ne peut en profiter. C'est ça. Comment est-ce qu'on monte ça? Tu as été bien accompagné là-dessus, et comment on choisit? Comment on trouve les bons partenaires techniques, en fait? C'était toute une aventure. C'est-à-dire que moi, j'avais... En fait, là où je suis très, très, très heureuse de ce livre, c'est que c'est le livre que je voulais faire. C'est-à-dire que je voulais pas faire un autre livre que celui-ci. Et on a réussi, mais à force de beaucoup de travail et de beaucoup d'ingéniosité, en grande partie grâce à Laurie Baum, qui a été ma chef de fab sur ce projet, et qui a été d'une aide incomparable. Sans elle, il n'y aurait pas ce livre, en fait. Elle a tellement recherché, elle a tellement travaillé. Parce qu'en fait, on a eu plein de déboires. C'était
très bien de le faire chez Exemplaire, parce que chez Exemplaire, le principe, c'est que comme on finance l'impression du livre avec le financement participatif, en tant qu'auteur et autrice, on décide aussi de combien ça va nous coûter et à quel point on fait un livre de qualité ou pas. Et moi, j'avais en tête quand même ce livre-là que je voulais noble, parce que le sujet l'est, et que je ne pouvais pas faire un livre au rabais avec un sujet pareil. Donc, effectivement, le papier est beau, l'encre est belle, la lampe est pas en plastique, enfin, tout ça, c'était important. Et c'était un travail de dingue, parce que, par exemple, au tout début, on a cherché l'encre, qui est au départ l'encre qu'on met sur les billets de banque, là, pour voir s'ils sont vrais ou pas. Enfin, c'est utilisé un petit peu pour certaines billetteries aussi, mais c'est sûr que c'est pas trop utilisé dans l'édition. Et on a trouvé l'encre, la possibilité de l'imprimer sur papier, mais au tout début, l'encre qu'on avait trouvée, quand on l'éclairait, le fantôme, il apparaissait jaune. Donc c'est pas super comme effet. Donc il a fallu trouver l'autre couleur. Après, on s'est rendu compte qu'en fonction de l'acidité du papier, si c'était plus ou moins acide, en fait, on voyait l'encre aux rayons du soleil normaux, parce qu'il y a des rayons UV dans le soleil. Oui. Donc là, ça ne marchait pas. Après, on a fait toute une batterie de tests, parce qu'à un moment, on a lancé des tests, et là où il y avait le fantôme, le trait noir était interrompu. Autant dire que c'était nul. Enfin, ça ne marche pas. Donc, on a dû faire des allers-retours constants. C'est des physiciens qui t'ont aidé pour... non, mais c'est Laurie, vraiment, qui a assumé aussi les histoires de tests, est-ce qu'on commande un test, parce que tout ça, évidemment, ça a un coût. Enfin, voilà. Et pareil, avec les lampes, il fallait trouver... C'est la seule chose qu'on n'a pas pu faire autrement que de faire venir de Chine, à vrai dire. Oui. Tout le reste, ça a été fait en Europe, mais ça, on n'a pas pu. Et les tests aussi, parce que quand ça vient de Chine, il faut être sûr que ça peut être en UE. Enfin, bon, un délire. Elle a énormément bossé, et je la remercierai jamais assez. Donc voilà, mais c'était génial. Hein. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux, justement parce que chez un éditeur, on va dire traditionnel, j'aurais pas eu mon mot à dire sur tout ça. Et chez Exemplaire, oui. Donc c'était parfait. Tu préviens en début d'ouvrage, en préface, que malgré tout le travail sur l'impression, cette encre est peut-être un peu volatile. Elle l'est. Et qu'elle pourrait disparaître avec le temps. Ouais. Ça rajoute une forme de poésie un peu triste, et comme les souvenirs qui s'effacent à ton livre. Est-ce que j'imagine que c'est pas forcément quelque chose qui a été pensé en amont, mais est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui va dans le sens de ce que tu voulais raconter ? C'est un peu fou, en fait. C'est vrai que le principe de cette encre, c'est qu'en fait, ce qui réagit aux rayons UV, c'est encapsulé dans l'encre. Et ça a un nombre de fois où on peut l'éclairer, en gros. Mais après, selon si c'est exposé souvent à la lumière ou pas, ça dure plus ou moins longtemps. Mais c'est vrai que on peut se douter qu'à un moment donné, si ça ne s'efface pas, en tout cas, ça va s'estomper. Et moi, je sais que j'ai commencé ce projet il y a déjà plusieurs années. Il m'est arrivé de vendre des dessins originaux à des gens en leur disant « je ne sais pas quelle est Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas l'exposer en plein soleil devant une fenêtre. Hein. Mais je ne sais pas. Et j'ai notamment un monsieur qui m'a contacté pour me dire qu'au bout de 3 ans, le fantôme s'était estompé. J'étais désolée, je lui ai dit « si vous voulez, je vous renvoie un dessin ». Il me dit « non, c'est bien comme ça ». Ça reste un souvenir. Mais c'est magnifique, en fait. J'étais hyper émue, parce qu'il m'a dit la vie avance, et les fantômes aussi, ils prennent du champ, quoi. Mais ouais, c'était beau. Ouais, c'est une chance que la technique rejoigne l'idée de départ. On va essayer d'accélérer un peu, parce qu'il y a du monde qui attend pour les dédicaces. Tu viens donc de finir ce livre, tu as d'autres projets plus traditionnels peut-être? Oui, toujours. Là, je retourne sur mes premiers amours. Non, mais je fais de la bande dessinée jeunesse, moi, principalement. Donc là, je suis repartie en projet d'écriture sur une série à paraître dans Spirou, prochainement. Spirou, je le dirais. Je dis Spirou. Justement, il y a un truc qui m'a intrigué quand j'ai un peu regardé ta biographie. Tu as commencé vraiment en autrice solo. Et puis ces dernières années, tu avais beaucoup des scénaristes quand même. Ouais. Alors qu'en général, souvent, c'est le chemin inverse quand on est illustrateur, dessinateur. Comment est-ce que s'est fait cette transition? Et puis quels sont les avantages de travailler seul ou avec quelqu'un? Mais c'est très simple. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, OK, on aime bien ranger les gens dans des petites boîtes, donc je vais tout de suite me faire ranger dans la boîte autrice. Donc j'ai fait mes premiers livres toute seule. Dessin, scénario, couleur et tout ça, parce que j'en avais envie. Et puis c'était ça que je voulais... aussi montrer de mon travail, parce que je me suis dit, si je fais que dessiner, on va penser que je sais pas écrire, ce qui était vrai d'ailleurs à l'époque, mais passons. Et donc j'ai appris et tout. Et j'ai eu des enfants. Donc j'ai eu un cerveau réduit à peu près à 80% de sa taille initiale. Et donc j'ai plus pu écrire des scénarios pendant tout un temps, parce que tout simplement, j'y arrivais pas.
Et mes enfants grandissent et je récupère mes facultés cognitives. Donc, je me remets à faire du scénario, tout simplement. D'accord. Voilà. Et entre-temps, j'ai appris... j'ai continué à faire des albums et donc j'ai travaillé avec des scénaristes qui étaient hyper enrichissants. Et voilà, c'est un peu ça, le parcours. D'accord. Alors, c'est une question traditionnelle. Normalement, on aurait dû te la poser avant, mais on a oublié, parce qu'on oublie toujours. On est aussi une émission où on aime partager des coups de cœur en bande dessinée. Donc, clairement, pour moi, ta bande dessinée était un coup de cœur. On se battra avec les autres membres de l'équipe quand on fera la chronique dans notre émission à venir. Mais toi, est-ce qu'il y a récemment une BD sur laquelle tu as eu un coup de cœur, qui soit ancienne ou récente, hein, mais quelque chose que tu as découvert récemment et tu as fait « Ah, ça, c'est trop bien ». Alors, moi, j'ai eu un gros choc, mais c'est une BD qui a déjà plusieurs années. Mais j'ai lu, il n'y a pas si longtemps, Ces jours qui disparaissent, de Timothée Le Boucher. Et ça m'a tellement plu. Ça m'a vraiment tellement plu. Thierry qui jubile en coulisses parce qu'il a adoré aussi. Ouais, scénario parfait. Et lui, il est adorable. En plus, on avait un peu discuté... Et on dirait que ça lui coûte aucun effort de faire ça. Il était trop marrant. Il a dégueulasse. Bon, j'ai fait ça. Ouais, je m'ennuyais. Non, mais voilà. Et ça m'a beaucoup plu. Et sinon, qu'est-ce que j'ai pu lire J'ai feuilleté en librairie il n'y a pas longtemps un livre de Maëlle Réa qui est super forte. Je connais pas. Qui fait... là, ça s'appelait... j'ai pas le titre exact en tête. Murmure de café ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle dessine des gens qui discutent au café. Et des fois, elle invente leur conversation. C'est hyper drôle. C'est très joli. Et je trouvais ça très beau, quoi. D'ailleurs, ta nouvelle série dans Spirou, sachant que Spirou est vraiment un journal tout public, donc on peut faire des choses très jeunesse et aussi des choses grand public. Ça va être plus du jeunesse, ou est-ce que tu vas aller tourner comme un peu ce que tu as pu faire avec James sur de l'humour un peu plus adulte, un entre-deux? Alors c'est vraiment une quête initiatique d'une adolescente. D'accord. Qui est complètement en crise, et donc c'est de la jeunesse... Voilà, jeunesse plus, grand quoi. Public, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ok, bon bah... Merci à toi. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Est-ce que vous voulez poser des questions? Non, peut-être. On a un micro? Si, regardez, je vais vous passer un micro. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai vu que hier soir, il y avait un concert dessiné à Marseille. Et je voulais savoir avec qui ça s'était passé et comment ça s'était passé. Eh ben, c'était avec un musicien qui s'appelle Boris Vassalucci, qui joue du violon, de la mandoline et aussi quelques machines. Donc on est deux. Et on a joué à la Réserve à Bulles, qui est une librairie de bande dessinée. Et c'était la deuxième fois qu'on jouait ce spectacle. Et moi, j'ai trouvé ça très agréable. Et j'ai eu des bons retours du public. D'autres questions? Non? Oui, allez, vas-y, Thierry. Tiens, je te passe un micro, vu que tu te caches en coulisses. Bonjour. Alors, avec autant d'investissement en temps et en argent pour arriver à trouver la bonne encre, le bon outil, etc., est-ce que tu as déjà pensé à d'autres projets? Tu as déjà eu des envies, ne serait-ce qu'en faisant ce bouquin-là, pour rentabiliser, entre guillemets, cet investissement en temps et technique qui a peut-être pu donner de nouvelles envies? Ah, c'est marrant, parce que j'y ai pensé hier. Haha. C'est vraiment... de fil en aiguille, en discutant avec des amis de plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la bande dessinée, comme c'est souvent le cas, je me suis dit que j'avais envie de faire un oracle avec cette encre. Parce que pourquoi pas? Finalement, décider quelle lecture on veut faire de l'oracle avec ou sans la lampe, enfin voilà. Ça m'a donné envie de faire ça. T'as pas peur d'être cataloguée l'autrice à la lampe Tant pis. Ouais. Pour les gens qui me cataloguent, non, moi ça me fait pas peur, non. D'accord, parce que c'est toujours le risque aussi quand on arrive à avoir une technique, quelque chose d'un peu qui sort du commun et que les gens disent c'est l'auteur qui fait ça. Oui, mais j'ai quand même fait 20 albums, je continue à en faire d'autres. Après, s'il y a des gens obtus qui ont envie de me cataloguer, c'est pas mon problème. Enfin, d'accord. Ouais. Ça sera le nom des éditions de la Lanterne. Des éditions de la Lanterne, disait Thierry, si vous ne l'avez pas entendu. Bon, merci à toi. Merci. Est-ce que j'éclaire ce dessin? Ouais, vas-y, éclaire ce dessin, qu'on puisse voir ce que c'est. Mathilde, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux pour justement voir ce que tu fais, on a produit plein en octobre. Oui. On te retrouve où? Sur Instagram, Mathilde-Domecq. Domecq.
En ce qui nous concerne, nous, on est sur lavoidesbulles.fr, où vous pouvez trouver toutes les informations sur nos podcasts, tous nos liens vers les réseaux sociaux, et où on fait 2 fois par mois une émission de chronique bande dessinée, et de temps en temps des rencontres avec des auteurs, ou alors des émissions où nos enfants font des chroniques de bande dessinée. Voilà. Merci à tous de participer. Sur ce, ciao, au revoir, merci beaucoup, merci Mathilde, au revoir. Merci.